Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bang bang bang! Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. Habituellement, je vous demande si vous allez bien, mais je sais qu'aujourd'hui, la plupart d'entre vous allez très bien. Cardano commence à avoir du momentum et on peut dire ce qu'on veut, mais lorsqu'un investissement me rapporte plus que mon compte épargne ou mes REER, sachez que cela me rend très heureux. Et je ne suis pas en train de vous dire d'investir dans le projet Cardano. Je ne suis pas un conseiller financier, mais comme je le disais lors de mon dernier podcast, l'été ne fait que commencer pour Cardano. Alors aujourd'hui, j'ai un super épisode avec deux opérateurs de stake pool incroyables. Ils vont vous partager leur expérience, leur vision du staking et de l'opération d'un stake pool. Est-ce que cela va être une business ou plus une contribution au développement de la communauté francophone de Cardano? Ils ont répondu à mes questions et je leur en remercie du fond du cœur parce qu'ils ont été honnêtes, transparents et tout comme mes collègues ambassadeurs avec qui j'ai échangé la dernière fois, ils ont mis l'intérêt de la communauté avant les leurs. Alors merci encore Régis et Mathieu, mais avant d'aller à l'interview, je dois vous dire que si les étoiles sont bien alignées, nous allons avoir un bon été avec Cardano, une superbe rentrée avec Bitcoin et une fin d'année en feu d'artifice avec la blockchain et les crypto-monnaies. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. IOHK a prévu le prochain summit le 2 et 3 juillet prochain. Je ne pense pas avoir besoin de vous dire que ce sont probablement les dates les plus importantes de l'année. Nous connaissons déjà la planification pour Shelly et si vous ne vous en rappelez plus, je vous invite à réécouter mon dernier podcast. Mais pour toutes les personnes qui sont à jour avec le projet Cardano, sachez que les dates pour les 3 prochains mois sont coulées dans le béton. Mais la communauté attend la planification pour les 6 prochains mois, voire les 5 prochaines années. Je serai au rendez-vous pour vous résumer l'événement avec des conversations exclusives, mais d'ici le summit, j'espère que vous allez apprécier ce podcast sur la gestion d'un stake pool. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager l'émission avec vos proches. Mais sans plus tarder, voici l'entrevue avec Régis d'Ada FR et Mathieu de l'univers Cardano. Et comme le disait Thierry Ardisson, Magnéto Charles. Peace. Alors bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. Je suis très heureux d'avoir deux autres opérateurs de stake pool, Mathieu et Régis. Alors, Régis a déjà été sur le podcast précédemment et là, je vais quand même leur laisser la chance de s'introduire. Alors, introduction, Mathieu, je te laisse la parole. Vas-y, parle-nous de toi un petit peu. Merci de m'avoir invité sur le podcast. Je suis un stake pool opérateur. J'étais dans la communauté. J'ai acheté mes premiers Cardano en 2017, juste avant le bull run. J'ai connu le projet par quelqu'un qui était assez investi dans les cryptos. C'est un projet qui m'a vraiment beaucoup plu dès le début, et notamment avec la présentation qu'on connaît tous maintenant de Charles, je pense. À partir de là, j'ai commencé à regarder un peu les papiers, regarder un peu ce qui se passait sur ce projet. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant, je pense. C'est quelque chose qui donne l'opportunité à pas mal de personnes de revenir un peu au début des cryptos, un peu au début de Bitcoin. Donc c'est pour ça que j'ai sauté un peu sur l'occasion. Il y a maintenant un peu plus d'1 an, j'ai créé un blog avec quelques tutoriels
quand ils ont commencé à parler de Plutus notamment. Donc j'ai écrit plusieurs tutoriels là-dessus. Et à partir du moment où on a pu commencer à tester le staking avec Jormungandr, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai participé sur le testnet avant qu'on soit sur l'Incentivized testnet. Et maintenant, je fais tourner une petite pool sur le Incentivized testnet. Ah, c'est bon, merci. Puis oui, il y aura vos pages web des différents stake pools parce que ton stake pool c'est Cardano Universe, c'est bien ça? C'est ça. Fait que vous aurez les liens dans la description. Alors, Régis, c'est toujours un plaisir de te parler. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Très bien, très bien. Fait que refais-nous une petite introduction de ton stake pool et de toi-même. Moi, je m'occupe du stake pool ADA FR. Je suis l'opérateur. Et puis, moi, je m'étais d'abord intéressé à Stellar. Et ensuite, je suis tombé sur Cardano. Donc, depuis 2017, je m'intéresse à Cardano. C'est bon, super. Fait que entrons directement dans l'action. Et puis, j'en ai parlé un petit peu avec d'autres opérateurs dans la vidéo qui va sortir un petit peu avant la vôtre. Mais c'est important toujours pour la communauté de se rappeler un petit peu des différents concepts et des différents paramètres. Alors, les paramètres dont tout le monde parle actuellement, c'est le paramètre K, le facteur K et le facteur A0. Alors, Régis, je commence par toi. Peux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le facteur K et quel impact ça va avoir dans le fond pour les opérateurs de stake pool? Alors, K, ça joue à terme sur le nombre de stake pools qui sont viables dans la plateforme. Plus K est élevé, plus on peut avoir de stake pool, mais chaque stake pool aura le droit à un gâteau, à une part du gâteau plus faible. Donc, c'est un élément à bien doser pour tout de même avoir suffisamment de décentralisation, mais avoir tout de même des stake pools qui gagnent suffisamment d'argent. Si on met un cas qui pousse à 20 000 stake pools, personne ne gagnera de l'argent. Donc, ça joue sur le degré de saturation. En fonction de la quantité d'ADA qui sont stakés au total. K, c'est le diviseur en fait, qui donne le degré de saturation à partir duquel le stake pool ne sera plus intéressant. Et justement, on parle du fait que le stake pool doit être intéressant. Ça joue avec le facteur A0. Donc, Mathieu, peux-tu nous parler un petit peu du facteur A0? Alors, A0, c'est ce qu'ils appellent en anglais le niveau de pledge. Donc, l'engagement un pool opérateur va devoir mettre sur sa pool. Donc, c'est avant tout un facteur pour limiter ce qu'on appelle des attaques civiles, où un opérateur peut créer, par exemple, si ce paramètre n'existe pas, 1000 pools différentes et acquérir une part significative du stake dans le système, ce qui lui permet ensuite de faire des attaques sur le ledger, pouvoir faire des transactions qui sont normalement illégales sur le ledger, etc. L'intérêt de ce paramètre, justement, donc, c'est de pouvoir forcer les opérateurs à mettre une certaine somme d'ADA sur leur stake pool et de pouvoir contrôler le nombre de pools que ces opérateurs sont capables de créer derrière. Donc c'est un paramètre aussi qui va influer sur le rendement que chaque pool va être capable de générer. Donc c'est quelque chose qu'on va devoir choisir en tant que communauté de façon méticuleuse. Parce que si on a un A0 qui est assez faible, on aura un commitment qui ne sera pas jugé important par le ledger en termes de reward. Et un paramètre trop haut va faire en sorte que seuls les pools qui auront un commitment élevé seront capables d'avoir un rendement correct en fait. Et donc il va falloir trouver cette balance entre le rendement qu'une pool aura et le niveau de sécurité qu'on aura sur la blockchain. Ouais, puis dans le fond, pour que
les stake pools soient préférables ou désirables, ça va demander beaucoup d'efforts justement aux opérateurs. Donc, pour être en mesure d'être sélectionné ou d'être au niveau des top stake pools pour avoir de la visibilité. Et donc, à ce moment-là, on peut se poser la question si la transparence de la performance du stake pool, parce que là, il y a certains stake pools qui vont divulguer, notamment pour les stake pools francophones sur Telegram. On dit, bon, le stake pool, aujourd'hui, on a fait tant de choses, puis tout ça. Est-ce que la transparence, est-ce que l'énergie de faire des rapports sur la performance du stake pool va être un bénéfice pour les opérateurs pour attirer de la délégation? Là, question ouverte un petit peu à toi, Mathieu et Régis. Le but premier d'un stake pool, je pense avant tout, c'est de pouvoir générer des rendements corrects. À partir du moment où la pool va être conduite de manière optimale, le rendement sera optimal pour la personne qui va y déléguer. Après, pouvoir être transparent sur l'infrastructure que la pool a, sur les potentiels problèmes, éviter de les cacher par exemple, le nombre de relais qu'une pool est capable de faire tourner, c'est quelque chose qui va accroître la confiance que quelqu'un aura dans une pool. Et c'est quelque chose quand on va déléguer notre stake à une pool, c'est quelque chose qu'on fait implicitement si on délègue notre confiance. Donc c'est quelque chose qu'un stake pool opérateur aura tout intérêt à faire, être transparent un maximum et être honnête avec sa communauté, je pense. Et dans le fond, est-ce que vous voyez à ce moment-là le staking comme une opportunité d'affaires, comme le mining a été un gros boom lors de 2017, lors du dernier bull run? Est-ce que le staking, selon vous, va être aussi gros, va avoir un aussi gros impact, Régis? Ça va en gros dépendre du prix de l'ADA en grande partie. Donc ça, c'est la grande inconnue. Lors du dernier update mensuel, il y a pour la première fois des gens d'IOHK qui ont parlé prix en blaguant et en parlant de 4 à 5 dollars. Évidemment, à ces tarifs-là, toute l'économie et toute la rentabilité des pools est changée par rapport aux tarifs actuels. Et pour revenir sur la question précédente, les histoires de performance, il ne faut pas oublier qu'il y a une métrique qui est calculée automatiquement et qui sera répercutée dans Daedalus. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'en fonction du pledge, en fonction des performances, en fonction des frais, voilà, il y a tout un calcul qui est fait qui calcule ce qu'on appelle la désirabilité du pool. Et plus elle est élevée, plus on est haut dans le classement des Daedalus, plus on apparaît en premier. Donc je pense qu'il y a deux choses à séparer. Il y a l'acquisition de nouveaux délégateurs. Et à mon avis, c'est cet affichage-là qui est intéressant pour c'est dans Daedalus que ça se joue. Et ensuite, l'information, comme tu l'évoquais tout à l'heure, l'information sur les performances du pool et tout ça, c'est plutôt pour conserver les délégateurs. Oui, c'est ça. Mais le problème que j'ai un petit peu, c'est que ça crée un petit peu pas de centralisation, mais c'est que l'information va se trouver sur Daedalus pour la désirabilité. Mais je pense que c'est, comme Mathieu l'a dit, ça va être important également que les gens ne soient pas toujours sur Daedalus, mais aillent chercher l'information sur le site web du stake pool auquel ils auront délégué. Fait que c'est là que c'est à se demander, est-ce que ça vaut la peine si jamais je suis pas dans les top stake pool ou pas? C'était la question en fait, et la réflexion que j'ai moi de mon côté. Parce que comme je le disais, moi je ne serais pas opérateur de stake pool, donc après ça, comment aider la communauté à choisir le bon stake pool finalement là? Après, sur Daedalus, c'est un calcul qui est fait par IOHK et par ça doit être Cardano Wallet qui le fait, je pense. Ouais. Après, rien n'empêche de créer un site qui classe différemment en fonction d'autres paramètres. Par exemple, il pourrait y avoir un site qui classe en désirabilité par rapport aux énergies vertes. Et à ce moment-là, ça serait un autre classement sur un site alternatif.
Et justement, même question pour toi, Mathieu. Penses-tu que le staking va avoir un gros impact pour le prochain bull run, dans le fond? C'est quelque chose qui va être compliqué, je pense, à voir. Parce que c'est toute cette histoire de A0, de K, tout est lié aussi au prix de ADA. Euh, Parce que imaginons qu'avec un prix à 5 centimes par exemple, pour l'instant, on doit immobiliser dans les stakes 200 millions d'ADA pour pouvoir avoir un pledge correct et avoir un A0 correct. Ça va représenter une certaine somme en dollars qui variera avec le prix d'ADA. Mhm. Donc au fur et à mesure que le prix d'ADA va monter, on va avoir des pool opérateurs qui seront plus tentés, par exemple, de réduire leur pledge parce que il n'y aura aucun sens de conserver autant de pledge du côté des pools. Donc ça va remettre un peu plus de liquidité sur le market et vice-versa. Quand le marché descendra, ça amènera plus les pool opérateurs à augmenter leur pledge, par exemple. Mhm. Mhm. Donc ça va être un facteur en plus qui va influer sur le prix et sur le bull run. Et c'est à voir comment ça va jouer avec le nouvel écosystème qu'on va avoir. Ouais, ouais, effectivement, exactement. Donc, c'est sûr que ça va être difficile d'évaluer l'impact que ça aura. Euh, mais on voit tellement finalement de blockchain qui ne quittent pas nécessairement le protocole Proof of Work, mais c'est une nouvelle classe de blockchain qui utilise ce protocole-là, le Proof of Stake, qui est très attrayant aussi pour les exchanges. Donc, à voir où est-ce que, en tant que stake pool opérateur, on va se placer. Et l'impact qu'on va avoir justement dans le prochain bull run, parce que justement, quand on stake des cryptos, ça crée de la rareté et ça augmente la valeur finalement, là. Donc, je suis très impatient de voir dans le fond qu'est-ce que ça va donner dans le prochain bull run. Mais on parlait de saturation et notamment c'est Régis qui a apporté ça sur la table. La saturation va être importante autant pour les délégateurs que pour les opérateurs. Donc, Régis, dans le fond, peux-tu nous dire c'est quoi la saturation? Eh bien, en fonction du paramètre K qui avait été évoqué précédemment, la rémunération va augmenter proportionnellement à la quantité d'ADA stacké dans le pool jusqu'à une certaine limite. Et après cette limite, la rémunération n'augmentera plus. Donc, le même gâteau sera divisé entre plus de personnes si la pool est saturée. Mhm, mhm. Donc, la rémunération d'une pool saturée décroît. Et il y a deux choses, c'est que la saturation peut impacter justement les délégateurs parce qu'ils ne vont plus recevoir autant de rewards sur un stake pool saturé que sur un stake pool qui ne l'est pas. Mais il peut y avoir des attaques qui sont faites pour éliminer ou désavantager certains stake pools. Fait que, Mathieu, est-ce que c'est quelque chose que en tant que stake pool opérateur, tu vas regarder, tu vas observer pour t'assurer que justement tu gardes un bon niveau de saturation? Euh, je pense que, enfin, vraiment, l'attaque par saturation sur une pool, surtout sur le nouveau Haskell code qu'on va avoir, on pourra ajuster les taxes qui sont faites sur une pool. Donc ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, tente d'attaquer une pool en y déléguant tout son stake, on pourrait très bien imaginer que du coup les délégateurs actuels qui sont plus petits et qui eux sont légitimes vont bouger de la stake pool. Rien n'empêche le stake pool opérateur d'augmenter les taxes sur sa pool de sorte à empêcher l'attaquant d'avoir une récompense en fait sur la pool. Et à partir de là, l'attaquant ne va faire que perdre de l'argent au fur et à mesure. Mhm, Et je pense mhm. que c'est vraiment cette combinaison, par exemple, d'actions possibles que, que le pool opérateur a, plus le fait d'être honnête vis-à-vis de sa communauté, de dire voilà, notre pool est over-delegated parce que quelqu'un nous attaque. On a réagi de telle manière pour pouvoir se débarrasser de cet Mhm. attaquant
c'est quelque chose qui peut être managé d'une certaine manière, je pense, de cette manière-là. Après, à voir si ce type d'attaque existe vraiment au final sur le vrai network. Il faudrait vraiment une grosse capacité en termes d'ADA pour pouvoir amener ce genre d'attaque. Et après, ce sera à la communauté de pouvoir se mettre ensemble et pouvoir dire il nous faut tel nouvel levier d'action, par exemple, sur notre pool pour pouvoir réagir contre ça. Après, le autre levier d'action que le pool opérateur pourrait avoir, c'est enlever son pledge, ce qui fait que la personne n'a plus accès à de récompenses du tout, bouger son pledge sur une nouvelle pool et les délégateurs qui eux étaient légitimes bouger sur cette pool aussi. Et c'est possible ça aussi. Donc il y a tout un moyen de punir ce genre d'attaque aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment ça qui est très intéressant au niveau de Cardano. C'est le fait que ils ont vraiment utilisé la game theory pour se dire, bon, ben, si j'ai une attaque, c'est pas une attaque qui va être vide pour l'attaquant. L'attaquant risque de perdre de l'argent en faisant cette attaque-là. Donc, de manière générale, tu n'as aucun incitatif à essayer d'attaquer un autre pledge, un autre stake pool, à moins que justement tu n'aies rien d'autre à perdre, puis tu aies de l'argent à perdre en essayant cette attaque-là. De la même manière, c'est que si la personne qui se fait attaquer veut réagir, ben, il doit justement réagir intelligemment pour pas perdre ses délégateurs puis tout ça. Fait que c'est toute une autre théorie des jeux qui est là, qui va être testée, je pense, sur le mainnet. Et ça m'en vient à la prochaine question pour Régis. Euh, Est-ce que le ITN était une bonne préparation pour le mainnet? Oui, je pense que le fait que ça a été rémunéré, c'était vraiment une bonne idée pour nous mettre dans le bain et pour qu'on voit les comportements tels qu'ils peuvent apparaître sur le mainnet. Donc ça, c'était vraiment une bonne idée. Ensuite, sur le Haskell testnet, il ne sera pas rémunéré, mais je pense que j'ai l'impression qu'ils font bien les choses et qu'on va être bien guidé pour le Haskell testnet et que voilà, ça va être bien organisé pour qu'on mette le pied à l'étrier rapidement. Et qu'est-ce que le Haskell testnet va apporter de plus à ce moment-là s'il y a moins d'incitatifs à participer? C'est plutôt un aspect technique de savoir comment gérer son pool. On sait en gros ce que ça doit faire avec le ITN, l'Incentivized Testnet. Mhm. Mais du coup, au niveau game theory et comportement, on sait en gros à quoi ça va ressembler. Mais le pilotage en ligne de commande du stake pool, c'est surtout un apprentissage sur l'Haskell testnet. Alors, c'est sûr que on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de compétition, surtout justement avec ce facteur K, pour entrer dans les top stake pools. Selon vous, qu'est-ce qui va être le plus important? Est-ce que ça va être la délégation ou aller chercher le plus d'engagement, mettons en combinant plusieurs stake pools par exemple, Mathieu? Je pense que c'est surtout l'engagement va avoir un rôle dans le fait de pouvoir sécuriser le network. Et ce qui va rester vraiment important en termes de rémunération, ça va surtout venir de la délégation. Comme ils ont pu le montrer dans le podcast et aussi sur certains graphiques que j'ai pu faire, quand on regarde le rendement d'une pool, c'est pas linéairement dépendant en fait du pledge qui est associé à cette pool. Donc ça veut dire que mettre 2 fois plus de pledge sur une pool va pas forcément accroître 2 fois plus la récompense qu'on y gagne. Donc au bout d'un moment, c'est des fonds qui vont être immobilisés, c'est des fonds qui doivent être disponibles à la fin d'une époque pour pouvoir recevoir une récompense. Si tous ces fonds ne sont pas là, il n'y a pas de récompense pour la pool. Ça va avoir un coût d'immobiliser autant d'argent, autant de tokens sur un nœud. Donc je vois pas forcément les gens vouloir immobiliser beaucoup de pledges sur leur nœud. Donc pour moi, ça va vraiment venir de la délégation. Est-ce que tu es du même avis, Régis? Moi, je pense que le pledge aura un certain impact tout de même. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y aura sans doute pas de course à l'échalote sur
qui va avoir le pledge le plus important parce que l'intérêt du pledge est limité, comme l'a expliqué Matt. Ça sert à rien de mettre une somme folle puisque en termes proportionnellement, ça rapportera pas plus ou pas beaucoup plus. Mais il y aura aussi un minimum de pledge. Déjà, il n'y aura pas de zéro. Enfin, les stake pools pourront être lancés avec zéro pledge. Ça, faut quand même le rappeler. Mais il y aura un seuil minimum à atteindre pour se retrouver dans les, mettons, 200 stake pools les plus désirables. Et donc, ça va jouer sur la délégation puisque à ce moment-là, on sera affiché en premier dans Daedalus. Dans cette compétition-là, justement, si être le top veut dire 200 stake pools et plus, ouais, c'est ça, les 200 premiers. Est-ce que vous allez préférer, et ça c'est question ouverte là, c'est même pas une question que j'ai posée la semaine dernière, fait que admettons que il y a un top sur les 200 premiers. Est-ce que vous allez préférer combiner des stake pools ensemble pour arriver à pledger dans le top 200, ou alors vous allez rester chacun avec vos stake pools, puis quelle serait la bonne stratégie dans ce temps-là? Moi, je vais essayer de faire avec mon pledge. Fait que, donc Je pense que s'associer, c'est intéressant, mais ça va rajouter de la complexité et de la coordination. Il ne faut pas que un de ceux qui ont accepté de pledger avec les autres se barre et où la rémunération disparaît pour une époque complète. Donc, bon, ça demande à être bien organisé. Après, peut-être qu'avec les smart contracts, il sera possible de faire des choses un peu plus sophistiquées. Mais au départ, c'est quand même assez compliqué, je trouve. ben, Sans compter que ceux qui vont pledger, ils vont devoir se coltiner de la ligne de commande. Ce n'est pas une opération qui va être super simple, qui va pouvoir se faire dans Daedalus en cliquant. Et il va y avoir la clé privée qui va être de la partie, je crois. Donc, au niveau confiance, voilà, faut que quelqu'un qui ne connaît pas l'informatique, il va devoir avoir quelqu'un d'autre à côté de lui pour l'aider. Il va y avoir la clé privée qui va être visible. Enfin, c'est un peu compliqué. ouais, ce sera pas simple. Est-ce que justement l'arrivée de Gogun, les contrats intelligents, va encourager justement les stake pools à être ensemble s'ils en ont besoin, ou pas vraiment justement si le plus important c'est la délégation et pas nécessairement l'engagement? Je pense que déjà il faudra voir si c'est même possible de pouvoir faire ça. Pouvoir bloquer les fonds dans un smart contract et ensuite utiliser l'adresse du smart contract pour pouvoir créer une stake pool derrière. C'est pas dit que ce soit même possible. Même si c'est possible, il y a toujours cet aspect où il faut faire confiance aux personnes avec qui on va déléguer. Bloquer tous les fonds dans le smart contract, ça veut dire qu'il va falloir se mettre d'accord sur comment on va libérer les fonds qui sont dans ce smart contract au bout d'un moment. Si quelqu'un décide de retirer ses fonds pour les vendre ou faire autre chose. Donc ça résout pas vraiment le problème, je pense. Ça le facilite un peu, mais ça résout pas complètement le problème si c'est même possible. Ouais, effectivement. Parce que finalement, c'est des partenariats qui vont demander justement peut-être du côté légal des contrats papier à signer puis tout ça. Fait que c'est pas aussi simple que juste une gang de chums ou une bande de chums d'amis qui se mettent ensemble et qui se disent bon bah ok on part à un stake pool puis on pledge tous nos aidas dans le stake pool pour être dans le top 200 là, mettons là, si K est égal à 200. Et que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres enjeux qui seront à considérer dans la situation. Ok, très bon, très bon. Ben, ça m'amène à ce moment-là vers les différents frais qui vont être utilisés. Et on en a parlé un petit peu, mais j'arrive toujours pas à faire le lien entre les frais fixes puis les frais variables. Et que Régis, peux-tu nous rappeler un petit peu comment ça fonctionne ce mécanisme-là? Alors, en fait, Cardano, IOHK et au niveau du protocole, ils ont voulu que les coûts de fonctionnement soient visibles. Du coup, il y a une séparation entre les frais fixes qui sont censés être les coûts de fonctionnement qui doivent être
payé de toute manière. Et ensuite, la rémunération du pool opérateur qui serait dans le taux variable. Enfin, c'est pas le taux variable, dans Le dans frais l'autre. variable. Ouais. OK. Et à ce moment-là, est-ce que votre stratégie au niveau de ces frais-là va être différente sur le mainnet que sur le ITN? Je pose la question aux deux. Euh, de mon côté, je pense que j'aurai pas vraiment de différence. Je vais toujours garder un frais fixe pour pouvoir assurer le minimum pour les machines et les relais et réinvestir ce qui viendra en variable dans l'infrastructure ensuite si c'est possible. Mhm. Pouvoir avoir des meilleures machines, pouvoir mettre à disposition plus de relais, pouvoir, s'il y a besoin, payer des gens complètement qualifiés pour faire de l'audit de sécurité, par exemple, ou ce genre de choses. Mhm, mhm. Pour moi, c'est Intéressant. plus un plus le variable alors que le fixe est censé vraiment assurer le minimum pour un stake pool pour pouvoir tourner, je pense. De ton côté, Régis, est-ce que tu vas avoir justement la même stratégie ou... En fait, je ne sais pas encore. Pour l'instant, j'ai pas de frais fixes. J'ai l'impression que le testnet Haskell va être assez peu gourmand. Enfin, le nœud Haskell va être assez peu gourmand. Donc, ça dépend aussi du pledge, de l'impact du pledge. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Voilà, j'ai pas encore d'idée précise sur la manière dont je vais organiser les choses. Ok, ok. Intéressant parce que notamment ça va être c'est un des multiples paramètres qui sont à considérer notamment pour les délégateurs là. Donc le frais fixe, le frais variable, comment ça fonctionne, ça va être quelque chose à surveiller et que bon je vais surveiller avec beaucoup d'intérêt. Euh, je voulais savoir aussi, il y a eu un commentaire par rapport sur le Telegram, comme quoi, ben, dans le fond, il y avait le protocole a des fonctions pour justement punir des stake pools qui agiraient de pas pas de la bonne manière, entre guillemets. Puis il Ah, y avait, ça c'est plutôt un défaut de l'implémentation, ah, Rust. ok, Parce qu'en fait, il s'est trouvé que, enfin, je sais pas si c'est le problème qu'il a rencontré, mais il s'est trouvé que, par exemple, ceux qui avaient un pool ID qui était avec plein de zéros au début étaient favorisés par rapport aux autres. Et ah ouais, du coup, ouais, et du coup, il y a des combats de slots. ouais, c'est Parfois, ça. voilà, parfois, il y a plusieurs pools qui sont sur le même slot. Et du coup, peut-être qu'il les perdait systématiquement. C'est peut-être ça dont il parlait. Ok, ok, ok. Mais j'ai pas souvenir d'une punition dans le protocole. Parce qu'il y a, il y a le problème aussi où certains pool opérateurs modifient l'heure sur leur machine pour pouvoir émettre des blocs plus tôt parce qu'ils sont dans des régions un peu plus éloignées que certains groupes de nœuds. C'est un défaut aussi. C'est pas vraiment Rust qui est en faute. C'est un problème de la manière dont les blocs, le network choisit le prochain bloc. Donc si quelqu'un émet un bloc en Europe et quelqu'un émet un bloc aux US, le bloc ira plus vite à se propager en Europe et dans le reste du réseau parce que tous les nœuds sont agrégés en fait autour des Pays-Bas, de l'Allemagne et de la France. Ouais, ouais, ouais. Donc certains pool opérateurs s'amusent à changer l'heure sur leur machine pour pouvoir émettre des blocs plus tôt et voler en fait des blocs de personnes qui sont vraiment l'une à côté de l'autre. Ok, je comprends. Donc c'est une réaction un petit peu au slot battle dont on parle un peu dans la communauté. Oui, mais dans le dernier podcast où il y a Duncan qui participe, du Cardano Effect, ils sont sur une solution à ce problème-là. C'est-à-dire que ça serait plus l'arrivée des blocs qui seraient déterminants dans le choix du gagnant, mais il y aurait un autre paramètre plus hasardeux pour éviter d'encourager ce type de pratique. Ce sont des problèmes que l'on vit sur le protocole actuel dans le ITN, c'est bien ça?
Bah, le problème, en fait, c'est que l'arrivée d'un bloc à travers le réseau, c'est quelque chose qui est assez aléatoire. Ça dépend de la connexion qu'une personne a, ça dépend de sa position géographique, ça dépend de plein de choses. Ce dont parlait Duncan, c'est de pouvoir implémenter quelque chose de déterministique pour pouvoir choisir un bloc Mhm. de manière sûre. Quand deux blocs arrivent, en fait, ça dépend pas de l'ordre dans lequel ils arrivent, mais ça dépend d'un autre facteur, en fait, que tout le monde est capable de pouvoir être d'accord sur. Et c'est l'une des clés, en fait, que les stake pool opérateurs vont utiliser qui va déterminer ce genre de choses. Ok, ok, je comprends. Ben, c'est beaucoup plus clair à ce moment-là. Parce que vite de même sur Telegram, j'avais vu ça puis j'avais pas compris. Mais je comprends que il y a des choses, il y a des améliorations justement à encore apporter au protocole et ils sont en réflexion. Peut-être que ce sera prêt pour l'implémentation de Shelly. Ce sera à voir en tout cas. Alors, il est possible que, dans le fond, dans les tops des poules, il y ait un gros pourcentage, encore une fois, qui soit géré par des whales ou par des exchanges. Alors, êtes-vous inquiet par rapport à cette situation-là? À moins que vous soyez un whale ou un exchange, là, ça se fait aussi, là, mais... Non, moi, je suis pas tellement inquiet. D'abord, euh, les whales qui ont vraiment des millions et des millions d'ADA, je pense qu'ils ont autre chose à faire qu'à créer un pool. Et même, ils ont autre chose à faire qu'à employer quelqu'un pour faire un pool. Ils vont pas s'amuser à faire ça. Ils sont pas informaticiens. À mon avis, ils vont déléguer, point barre. Et Ben, après, les exchanges, je pense que c'est plutôt un ajout et un apport. De toute façon, les autres proof of stake sont sur les exchanges. mhm. Donc, je pense que c'est plutôt bien qu'on y soit également. Oui, puis les exchanges, finalement, tu sais, c'est pas tous les exchanges qui vont remplir les top pools, là. Donc c'est ça. Ça va être à choisir où est-ce que tu veux déléguer tes ADA. Veux-tu les déléguer sur un exchange ou via un exchange qui risque de prendre peut-être plus d'intérêt, puis qui sera probablement moins transparent justement qu'un stake pool opérateur là, de la communauté, et que c'est un petit peu le choix qui est à faire là. Et c'est à voir aussi si les exchanges vont déléguer automatiquement le stake qu'on a dessus directement sur leur pool ou si elles vont proposer une sorte d'interface pour pouvoir déléguer à des pools tierces. C'est possible aussi qu'ils fournissent ce genre de service moyennant un fee qu'ils vont retirer derrière sur le compte d'une personne, par exemple. Mhm. Ouais, effectivement, j'avais pas vraiment pas pensé à ça. Ben, ce sera à voir effectivement. Donc, au niveau de ce côté-là, pas d'inquiétude sur le fait que des whales vont créer leur stake pool et puis que vont dominer un petit peu le top là. Et les exchanges, ben, ce seront des compétiteurs tout comme. Surtout que, surtout que le pledge, comme on le disait, il est au bout d'un certain montant. Ouais. C'est plus très intéressant de pledger un gros montant. Donc, non seulement ils devraient créer des stake pools, mais vu le montant de d'ADA dont ils disposent, ils devraient en créer 100 et en gérer 100. Et à mon avis, vraiment, c'est pas intéressant, quoi. Et le problème aussi, c'est que les gens peuvent retirer ensuite leur argent du wallet, donc il faut qu'ils puissent gérer ce genre de choses aussi. Si trop de personnes retirent leur ADA de l'exchange, il y aura certaines pledges qui seront plus capables d'honorer et le rendement va tomber à zéro pour certaines poules. C'est quelque chose qui va être vraiment dur pour eux de gérer dans ce cas-là, si les pledges sont trop hautes sur les exchanges. À ce moment-là, ça m'amène justement à une parfaite transition. On voit la communauté anglophone, surtout au niveau des opérateurs, qui sont motivés par différentes graphiques, différentes situations, différentes analyses et tout ça. Je voulais savoir, vous, de votre côté, avez-vous justement fait cette analyse-là de pledge qu'à zéro, les projections, pronostics, statistiques, etc. Ou alors vous vous dites, bon ben, ça va être sur le mainnet, on va attendre que ça arrive sur le mainnet, on a une bonne idée de comment ça pourrait se passer, puis de toute façon, à un moment donné, faire de projections pour faire des projections, fait que êtes-vous à l'extrême comme les anglophones ou alors vous êtes plutôt relax? Perso, je suis relax comme un latin.
Et de ton côté, Matt? Euh, de mon côté, j'ai pris un peu le papier qui explique comment les rewards fonctionnent. J'ai fait quelques graphiques pour pouvoir voir un peu comment ça se comportait. Je vais pas vraiment aller au niveau de faire tourner des scénarios comme ils ont pu montrer dans le dernier podcast, mais histoire d'avoir une idée comment ça allait impacter certaines poules, par exemple. Mhm. C'est intéressant de voir que si une poule n'a pas beaucoup de délégation, par exemple, le niveau de pledge qu'elle a sur sa poule, c'est pas vraiment significatif en termes de rendement. C'est vraiment quelque chose qui va impacter des poules qui sont saturées. Et là encore, c'est quelque chose où le pledge, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire. C'est quelque chose aussi qui est intéressant. Donc, il va falloir voir à quel point c'est pas linéaire en fonction du A0 qu'ils choisissent. Mhm. C'est c'est- c'est quelque chose, je pense, qui est intéressant à voir pour pouvoir comprendre un peu comment, comment vont pouvoir après se comporter les potentiels délégateurs. Ouais, ouais. Au final, les gens vont chercher le rendement et le but de chaque pool, c'est d'être en ligne avec ce que le marché va proposer. Donc pouvoir ajuster son pledge, pouvoir ajuster ses coûts et pouvoir être au milieu de tout le monde et pas être un outlier en termes de prix. C'est surtout ça, je pense. Oui, L'intérêt de pouvoir comprendre. oui, parce que ben, justement, dans les deux derniers podcasts, on voyait que un opérateur en particulier avait je pense, trois ou quatre graphiques et trois ou quatre fichiers Excel dans lesquels il y avait toutes les possibilités, toutes les formules. Et dans le dernier podcast du Cardano Effect, ben, finalement, je veux dire, IOHK a démontré tout simplement que ouais, mais il n'y aura pas une grosse importance ou une grosse différence au niveau des récompenses. Si jamais le A0 est élevé, pas trop élevé, puis tout ça, il n'y a pas trop d'impact. Fait que c'est pour ça que c'est difficile justement de voir, de voir le comportement de la communauté, comment elle réfléchit, comment elle interagit par rapport à ces inquiétudes-là, mais que du côté d'IOHK, ben, c'est pas plus d'impact que ça, dans le fond. Là. Ah, et c'est eux qui ont aussi écrit le papier, c'est eux qui ont fait toute la recherche derrière, donc ils doivent se sentir beaucoup plus confiants que la communauté qui est en train de découvrir justement comment les rewards vont fonctionner. Je pense que c'est surtout ça, les gens essaient de comprendre parce qu'ils sont pas familiers avec cette problématique. IOHK a eu 2 ans pour pouvoir y penser, c'est surtout ça, je pense. Oui, oui, effectivement. Mais, et aussi le fait que j'ai l'impression que beaucoup de personnes dans la communauté anglophone s'attendent justement à ce que le staking, c'est pour ça que je vous posais la question, à ce que ce soit une business. Ils veulent en faire une business, le staking, les stake pool opérateurs, puis tout ça. Fait que quand tu veux faire une business, ben c'est sûr que tu dois avoir toute l'information pour que ça roule et pour que ça rapporte. Tu sais, et c'est là un petit peu la différence. Et c'est là que je vous demandais, finalement, est-ce que vous pensez que ça va avoir le même impact que les firmes de mining ont eu lors du dernier bull run? Si on n'est pas, si on pense pas que ça va avoir autant d'impact, ben c'est sûr que c'est un peu risqué de vouloir faire une business tout sur le staking de Cardano. Là. La dernière question que j'aurais pour vous, et c'est l'opportunité que je vous donne, euh, qu'est-ce qui va vous distinguer dans le fond de la compétition en tant qu'opérateur de stake pool? Je pose la question ben, à Mathieu. De mon côté, euh, je vais essayer d'apporter comme je peux à la communauté des blog posts comme j'avais commencé à le faire. Alors, ceci étant un hobby, c'est un peu irrégulier pour l'instant, mais j'espère pouvoir continuer à écrire du content là-dessus. Et c'est de cette manière-là, je pense que je vais pouvoir contribuer à la communauté. Pouvoir être un stake pool opérateur, ça me permet d'avoir un savoir un peu plus profond, étant donné que j'aurai les mains dans le cambouis un peu et je serai forcé de voir comment tout ça fonctionne. Ça me permet de pouvoir en informer les gens derrière aussi. Donc, je pense que c'est surtout de cette manière-là que je vais pouvoir contribuer.
Cardano écosystème. C'est bon. Même question pour toi, Régis. Oui, bah, c'est un peu la même réponse. Euh, je compte apprendre à programmer les smart contracts, donc peut-être faire des tutoriels dessus, mais ça sera du contenu orienté Cardano, écosystème Cardano, des nouvelles, des choses comme ça. Je pense que STKH a montré un peu la voie avec sa newsletter et je pense qu'il a été très efficace à ce niveau-là. Oui, puis ça me fait plaisir beaucoup d'entendre vos réponses parce que ça, et comme je le mentionnais, c'est très différent, encore une fois, de la côté anglophone. Et c'est bien correct aussi, là. Ils ont le droit, justement, de gérer puis de publiciser leur stake pool de la manière dont ils veulent. Et je vois que dans côté francophone, ben, ça reste quand même pour participer à la communauté, pour nous impliquer dans la communauté. Et c'est un moyen finalement de nous impliquer dans la communauté. Donc j'aime beaucoup vos réponses et personnellement, ça m'encourage et j'espère que ça va encourager également la communauté francophone de déléguer à des stake pools francophones. Et que, ben, en tout cas, merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au podcast. Donc, je vous laisse là-dessus. Avez-vous un dernier mot de la fin? Bah, merci beaucoup, Quentin, pour nous donner cette opportunité de pouvoir parler un peu de Cardano et pouvoir informer la communauté. Ça va toujours être bonne action, je pense, pour pouvoir apporter plus de gens dans cette communauté, pouvoir éclairer les gens qui sont pas forcément versés à côté technologie aussi. Euh, en espérant pouvoir aider un peu plus tard encore. Excellent. Ben, c'est sûr que je vais vous revoir sur le podcast lorsque le Shelly aura été lancé, lorsqu'on aura pu voir sur le mainnet ce que ça donne. Fait que laissons-nous peut-être jusqu'à la fin de l'année, puis on pourra faire le bilan de l'année 2020 avec un maximum de stake pool opérateurs francophones. Et que je termine là-dessus. Merci encore de nous avoir écoutés et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Peace. Merci à toi, Quentin. Merci. Merci. Salut. Salut! Salut!